Bonsoir et bienvenue dans Culturel, je suis ravie de vous retrouver, c'est bientôt les vacances scolaires, on va vous donner plein d'idées de sorties, on vous en a donné déjà plein, les semaines à venir, n'hésitez pas à aller regarder les replays sur LMTV ou suivre Culturel sur les réseaux sociaux. Ce soir on va parler de chant celtes, de chant corse, bref ça va bouger sur le plateau. On va parler de peinture, d'art plastique en général avec le Nombre d'Or qui s'expose à la Bazoge. Nous allons parler de cinéma avec les actualités du moment au Pâté au Mans. Et puis, je le disais, on va parler de chant corse et nous finirons l'émission sur Dante avec Ghislaine Avant qui vient nous présenter son spectacle qui aura lieu à la Citadelle des Anges. Encore une fois, un beau programme bien varié. Je vous propose de retrouver tout de suite nos invités dans le Culturel. Le Nombre d'Or expose, c'est un atelier à la Bazoge. J'ai le plaisir de recevoir Dominique Davra, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association et vous êtes venue avec François Bordier, bonsoir. Bonsoir. Vous nous parlerez de votre atelier dans un instant, mais avant, je me tourne vers une petite partie du groupe Excalibur avec Ludovic Fabre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes au violon dans le groupe et Florian Lebel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes au chant et à la guitare. Alors, c'est la première fois que vous venez sur le plateau et j'ai le plaisir de vous inviter parce que le 7 mars, une des raisons, c'est que le 7 mars prochain, vous serez au Saulnières au Mans en concert. Alors, il se trouvait, on en parlait hors antenne, que vous allez pas mal vous produire en Sarthe ces prochaines semaines, prochains mois. Alors, Excalibur, déjà, on va vous présenter. Avant, je le dis parce que j'adore, c'était Crêpe au sucre. Avec un K, bien sûr. Maintenant, c'est Excalibur aussi, d'ailleurs, avec un K. C'est pas tout à fait le même groupe. C'est un groupe moi, je fais partie du groupe Crêpe au sucre. Mais ça. Bon, après, ça a évolué. En tout cas, aujourd'hui, c'est quoi Excalibur ? C'est un projet qui a existé en 2009, qui était sous la forme d'un groupe de ska, donc d'où le nom Ska-Libur, en fait. Excalibur, c'était un jeu de mots. Et puis, il y a 5 ans, il y avait l'envie de remettre ça, puisqu'effectivement, Crêpe au sucre a arrêté ses activités en 2011. Et moi, j'avais envie de remonter sur scène avec un autre projet, puisque je fais beaucoup d'autres choses à côté en tant qu'artiste. Et c'est la rencontre avec un premier violoniste qui a amené l'idée de refaire un truc celtique. Et puis l'arrivée de Ludo, qui effectivement était violoniste dans Crêpe au sucre pendant de nombreuses années. Puis l'arrivée de Frédéric Fantaisie à la bombarde, qui ont fait que définitivement, on s'est dit on va reprendre une partie du répertoire de Crêpe au sucre pour pouvoir le ramener sur scène. Et voilà, depuis 5 ans, pour nous, ça marche plutôt pas mal, puisque les gens sont nostalgiques de cette période et on a essayé d'être le plus fidèle possible à ce que faisait Crêpe au sucre. Voilà. À cet ADN. Alors, donc on a dit guitare, violon, batterie, basse et bombarde. Guitare et bombarde. Et bombarde. Flûte. Alors flûte, bombarde. Comment on pourrait dire bombarde pour ceux qui... Bombarde, c'est une flûte traditionnelle bretonne qui est en ébène, qui est à peu près grande comme ça et qui a un son assez strident, on va dire un peu aigu. Moi je dis strident, mais un peu aigu. Voilà, ça accompagne généralement dans les bagades, les cornemuses, etc. Donc c'est un instrument très particulier, mais qui est très sympa. Ouais. Et donc avec le violon, c'est vrai que c'est un peu les deux instruments qui viennent contrebalancer peut-être la guitare et la percu. Ça crée toute la ligne mélodique en fait du groupe et c'est ça qui donne aussi l'énergie sur scène. C'est une fusion dans le rock. C'est d'abord un groupe de rock avant d'être... Moi je joue un petit peu comme ça. Quoi. Ouais, de se dire voilà, on a plutôt des influences celtes, pop, etc. dans un groupe de rock. C'est ça. C'est un peu l'ambiance aussi, j'ai l'impression, dans la création des morceaux, dans l'univers global que vous partagez avec le public. Ouais. On a le côté très festif qu'on peut retrouver sur des groupes de rock. Ouais, complètement. On a gardé la section basse, batterie, guitare avec un groupe de rock classique, puis la section du coup instruments traditionnels avec le violon, la bombarde, etc. qui amène justement ce côté festif, ce côté celtique aussi, et puis ce qui était aussi l'essence même dont vous parliez de Crêpe au sucre, c'était l'essence même de Crêpe au sucre, puisque dans Crêpe au sucre, il y avait 2 guitares, basse batterie et violon et bombarde. Donc on retrouve cet ADN justement qu'il y avait à l'époque, il y a plus de 10 ans maintenant. Ouais.
Alors, vous étiez là tout à l'heure, vous êtes venu un petit peu en avance pour nous faire un petit live. Donc, il y a quelques minutes, on a enregistré un petit live, on va l'écouter tout à l'heure. Mais justement, il y a cette ambiance, je vous voyais répéter et quand vous jouiez. Il y a vraiment ce ping-pong entre les instruments et on voit que, voilà, il y a la notion de partage évidemment avec le public, mais même entre vous, on voit qu'il y a vraiment l'envie de parler de certains sujets et de tenter des trucs au niveau musical aussi. Oui. Bah oui, parce qu'effectivement, au-delà de la reprise de Crépeau sur pas mal de morceaux, on a aussi notre propre répertoire qu'on est en train de créer, de peaufiner, etc. Et donc, on a plusieurs nouveaux morceaux qui arrient. Il y a beaucoup de nouvelles compositions. Et comment on mélange justement des instruments plus classiques comme le violon avec la guitare, la batterie c'est une écriture un peu spécifique ? Non, après je te laisse répondre. C'est naturellement, hein, ouais. On peut partir des accords, on peut partir des riffs, et puis après on peut partir de certains thèmes aussi, ça dépend dans quel sens on le prend. Mais... Et après vous êtes un groupe de scène aussi, donc j'imagine il y a un peu d'impro, ou en tout cas, voilà. Il y a pas mal de solos, de chorus, de passages de liberté, ça peut être des intros, ça peut être des solos, ça peut être... où à ce moment-là, les gens participent. Ouais, c'est ça, font le son. Et alors justement, Florian, au niveau des chansons, vous utilisez, vous parlez de pas mal de thèmes. Là, il y a une chanson qui va sortir incessamment sous peu, sur, justement, on en parlait tout à l'heure, sur la SNSM. Ouais, c'est ça. Donc c'est des sujets que vous croisez dans votre vie et qui vous touchent, qui vous parlent. Oui, parce qu'on en parlait en antenne, mais moi je suis allé à la SNSM de Trévignon, j'ai eu la chance de la visiter, ça m'a touché parce qu'en fait on parle beaucoup des pompiers notamment, on parle beaucoup des hommes qui sauvent des vies, mais on n'a jamais parlé de la SNSM. Et d'ailleurs c'est dans le groupe, c'est Fred, notre talabardeur, enfin flûtiste, qui nous a dit ça serait pas mal de faire un truc sur la SNSM, et je m'y suis penché un été, et en septembre je crois que j'ai envoyé la maquette, et je me suis dit voilà, on va faire cette chanson là. Donc elle s'appelle Sauver ou mourir, elle devait sortir aujourd'hui sur les plateformes. D'ailleurs je suis venu aussi sur le plateau d'LMTV pour en parler et dire voilà, c'est sorti. Bon, elle n'est pas encore sortie parce qu'en ce moment... Ouais, mais là ça dépend aussi, on vous regarde en rediff, ça se trouve elle est déjà sortie. Elle est déjà sortie effectivement si on nous regarde en replay, c'est pas impossible. Et donc justement, c'est ce rapport quand même aussi au Celte, avec l'envie de faire l'Orient peut-être, en tout cas les grands festivals bretons, c'est quelque chose aussi qui est un peu dans vos objectifs. Puis on a goûté à des gros festivals, puisque l'année dernière on a fait la Grande Bordée, on a fait la première partie de Kenji Girac, enfin voilà, on a fait des gros festivals comme ça. Donc là aujourd'hui on a envie d'aller chercher le festival interceltique de Lorient. Ouais. On s'est retrouvé au Gévaudan, festival Rock en Gévaudan l'année dernière, qui est le deuxième plus gros festival celtique de France. Donc forcément aujourd'hui on a envie d'aller chercher plus. Après on se fixe pas d'objectif réellement, en fait on va là où ça va nous amener, en fait. Oui, on et puis je pense que c'est naturel justement, c'est pour ça que ça y va. Ouais. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute votre live que vous avez fait il y a quelques minutes pour découvrir votre musique. Quand la mer hurlait les vivantes, il s'élance sans dire un mot. Les marins, maîtres des flots, leur force gravée dans les vagues, bravent la tempête sans vague, pour sauver ceux qui peuvent en voir, sans jamais perdre espoir. Sauver ou mourir, c'est leur combat. Dans la nuit, ils défient le froid. Ils sont les gardiens de la mer, les anges des cieux en colère. Sauver ou mourir, tel est leur sort. Avant les vagues jusqu'à l'aurore, les marins de la SNSM, héros jusqu'au bout des tempêtes. Sous le ciel, les étoiles s'éteignent, ils luttent sans que rien ne freine leur courage dans les éclats. Les marins, soldats des bras, ils avancent vers l'inconnu pour sauver ceux qui sont perdus. Leur force est la mer en furie, ils protègent chaque vie. Sauver ou mourir, c'est leur combat. Dans la nuit, ils défient le froid. Ils sont les gardiens de la mer, les anges des cieux en colère. Sauver ou mourir, tel est leur sort. Avant les vagues jusqu'à l'aurore, les marins de la
Alors évidemment, ça donne envie de danser, ça donne envie de bouger. C'est écrit en français aussi, donc il y a un partage direct avec votre public. Et c'est vrai qu'on voit bien ça aussi dans des balles celtes, folk. Enfin voilà, on sent qu'il y a un côté vivant. Voilà, vous n'allez pas trop jouer dans les salles assises, quoi. Ah ben on est plus proche du pogo que des danses. On est plus proche du ska finalement, oui, on va y revenir. Oui, complètement. Ça envoie quand même pas mal devant, quoi. On fait jamais de trucs acoustiques comme ça. Alors après, ne faisons pas peur. Vous pouvez aller au Saulnières, vous inquiétez pas, ils vont pas casser la salle. Ils font pas la ronde. Hein. C'est plutôt. Le 7 mars prochain, Excalibur, donc ils seront au Saulnières au Mans. Et puis après, il y a d'autres dates. J'ai vu, il y a La Flèche. Enfin, vous participez à d'autres festivals, etc. Vous les suivez sur leur site excalibur.fr ou sur leurs réseaux sociaux sur Facebook et Instagram. Et vous faites partie des groupies qui les suivent parce que ça va être notre grand groupe de rock, je vais y arriver. Excalibur, merci en tout cas d'avoir joué le jeu, d'être venu pour enregistrer un petit bout de morceau. Vous viendrez nous parler de vos prochaines chansons quand elles sortiront ou pas en direct sur LMTV. Je me tourne maintenant vers Dominique Davra et François Bordier pour l'atelier du Nombre d'Or à la Bazoge. Donc chaque année, vous faites une porte ouverte, exposition, enfin un moment de rencontre en fait autour de l'atelier du Nombre d'Or. Alors peut-être avant, on peut déjà dire que c'est le 28 février et le 1er mars, donc vous n'avez aucune excuse, c'est un week-end et c'est à la fin des vacances scolaires à la Bazoge. Peut-être nous resituer ce qu'est le Nombre d'Or et ce que vous y faites. Alors, l'Atelier du Nombre d'Or est une association de la Bazoge, effectivement, qui essaye de promouvoir les arts plastiques par une pratique ouverte de différentes techniques. Et puis surtout, quelque part, c'est la rencontre entre les gens pour s'entraider mutuellement, faire des découvertes à la fois de techniques, de matières, et puis aussi de sujets. Ouais, de sujets, d'inspiration. Alors moi, j'adore le concept, c'est de 15h à 23h30. Donc en fait, il y a des gens qui viennent, évidemment pas forcément pendant tout le temps. Mais justement, ça permet ce type de rencontre aussi entre les personnes qui sont à la retraite, les personnes qui sont actives, qui peuvent avoir un moment avant ou après, etc. Et donc, déjà, dans la disposition, on va dire, de l'atelier, c'est enclin à ces rencontres et à cette flexibilité. Ah, tout à fait, puisque les gens arrivent en principe à 15h. Et puis après, il reste souvent 2-3 heures, entrecoupées souvent aussi d'un petit goûter préparé par les adhérents. C'est ce qui fait aussi son charme. On a droit au gâteau d'anniversaire, aux petites spécialités, aux petits chamonix en particulier, enfin des choses comme ça qui sont vraiment sympas parce que c'est l'occasion effectivement d'échanger autre chose qu'autour de nos pinceaux et de nos tableaux, et puis de nouer des liens qui sont effectivement très conviviaux. Alors il y a un peu toutes les pratiques, François Bordier, on peut faire de la peinture, on peut faire du pastel, on peut faire de la sculpture, en fait on peut faire ce qu'on veut. Sculpture, mais plutôt pastel, acrylique, huile, ce qu'on veut, etc. Mais surtout l'intérêt, en fait, c'est un atelier, donc c'est pas, on donne pas de cours. Mais on partage quand même. Ouais, il y a une émulation collective. Ça m'arrive au bout d'un moment de me dire je vois plus rien, au secours, venez. Où est-ce que ça pêche, où est-ce qu'il y a le problème, voilà. Donc, en fait, c'est ça l'idée. On s'entraide, on discute, on parle technique ou pas. S'il y en a qui veut essayer une nouvelle technique, il dit, qui est-ce qui pourrait m'initier ? Voilà, pas de problème. Donc, on partage. C'est surtout, ça, on partage, donc c'est sociabilisation aussi, évidemment. On discute pas mal. Donc, on refait le monde aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Je veux dire, on n'est pas au bistrot, mais quand même. Je veux dire, on est des êtres humains, voilà. Bon, il n'y a pas de musique, mais ça pourrait. On va vous inviter. Il y a la transmission aussi, parce que j'imagine que à la fois générationnelle entre, des jeunes qui débutent ou des personnes plus âgées qui débutent aussi d'ailleurs. Et ce que j'allais dire aussi en termes de professionnalisation, en tout cas de technique, il n'y a pas de sélection à l'entrée, donc justement, il y a une évolution qui peut se faire
ou pas. Il n'y a pas de pression à ce niveau-là, mais ça permet de monter en compétence si on a envie d'avoir un avis, d'avoir un regard, et pour des points plus techniques, d'avoir peut-être un partage d'outils, de techniques un peu particulières. Tout à fait. Et puis, certains ont aussi l'âme bricoleur. Et donc, on en a parmi nous qui savent réaliser, une boîte pour mettre dedans vos peintures, pour ranger les papiers. Et dessus, vous avez le petit chevalet, etc. Donc, il y a tout ça. Il y a des trucs aussi de nettoyage, de pinceaux. Des astuces, en fait. Des aussi. astuces que, moi, j'avoue que personnellement, j'en ai appris plein. Parce que quand je suis arrivée, il y a de ça bientôt 6 ans, à la Bazoge, dans cet atelier, il y avait des choses que j'avais appris toute seule, que j'avais appris dans les bouquins, mais le truc vraiment que chacun a perfectionné un petit peu, chacun dans son coin, ou en ayant fait des stages et autres, et bien ça, on se le partage. Il n'y a pas de recette que l'on cache. Oui, c'est ça, on est vraiment dans le partage. Alors, je vous pose la question chaque année, vous êtes combien? Parce que si vous venez tous en même temps, est-ce que vous tenez dans la salle? Non. Voilà, c'est ça. Mais on est en même temps bien serré. On est 40, on est 41. 41 exactement. 41. Alors, on peut vous rejoindre encore, c'est aussi l'idée de ce 28 février et de ce 1er mars. Donc, de 10h à 18h, vous pouvez aller donc à l'atelier du Nombre d'Or à la Bazoge pour les rencontrer, voir vos productions, mais encore une fois, surtout vous rencontrer et peut-être avoir envie de vous rejoindre ou en tout cas de manifester des intérêts divers par rapport à cet atelier. Parce que l'exposition qui aura lieu donc le 28 février et le 1er mars a lieu à l'Envol, à la Bazoge, et on va la faire en créant des box dans lesquelles certains d'entre nous qui ont fait ce choix-là seront présents, travailleront en direct et pourront échanger en direct d'une manière un peu plus privilégiés, je dirais, parce qu'ils seront là pour ça. Et puis, il y aura une autre partie de répartition des tableaux dans la salle qui... Là, il y aura juste le nom pour identifier la personne, mais les gens ne seront pas forcément là. Oui, plus créatif, comme une exposition. Comme une véritable exposition. Et puis, il y aura encore une troisième partie, où là, ce sera de la peinture sur le motif, ou tout autre choix qu'auront pu faire les personnes qui ont décidé de peindre pendant 1 heure ou 2, en présence du public, mais ça ne sera pas tout à fait la même chose que ceux qui sont dans les box. Oui, ils ne seront pas installés en mode atelier. Voilà, tout à fait. En mode donc mobile. ça permet au public d'avoir des échanges privilégiés et surtout de pouvoir, en voyant ce qui est exposé derrière chacun, l'univers de ces personnes-là. Parce que certains travaillent un peu sur des thèmes préférentiels. Il y en a qui préfèrent travailler sur des portraits, d'autres qui préfèrent travailler sur des paysages. Et ils ont une façon de les traduire qui leur est propre. Et du coup, on peut, en discutant avec eux, mieux saisir le pourquoi du comment. Quelque part. Et de voir, pour s'essayer, alors on l'a dit, aquarelle, acrylique, pastel, etc. Donc c'est vrai que ça peut donner des idées aussi, parce que des fois, ça nous donne envie, mais quand c'est en exposition comme ça, on n'ose pas trop, des fois, s'inscrire à un cours ou à quelque chose de plus descendant, on va dire, et c'est une bonne occasion, sur l'entre-deux, et puis ça n'empêche pas, comme vous le disiez, de faire des stages ou d'avoir d'autres activités à côté et de venir en faire profiter les copains pendant l'atelier du Nombre d'Or. Sachant que malgré tout, il y a un sacré bon niveau. D'ailleurs, Céline Faller, là, elle vient de recevoir un prix du public juste en face, là, qu'on voulait. Oui, voilà. Elle fait des pastels, mais ça a tombé, quoi. Voilà. Donc, on est... je sais pas, il y a une douzaine, sur la quantité, il y a bien un tiers de personnes, il y a un niveau... costaud, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est ça, c'est l'échange qui est intéressant et l'émulation, vous et portez donc, tout le monde vers le haut. L'idée, c'est d'entraîner tout le monde, quoi. Oui, exactement. Donc, de dire, tu pourrais peut-être... allez, fais un petit... Effort, allez. Vous vous motivez, quoi. C'est un peu comme un groupe de musique ou une équipe de sport, en fait. Voilà, mais... on a le droit de faire des fausses notes, mais pas tout le temps. Ce qui est important, c'est qu'il y ait aussi des personnes qui n'aient pas envie de grimper l'échelle, mais qui sont là... pour partager, être dans une atmosphère où on peut peindre, pour se retrouver et avoir le plaisir de manipuler de la couleur, de manipuler cette activité sans attente particulière. Voilà. Et tous les niveaux sont acceptés parce que, effectivement... On a même un monsieur qui
qui a eu des gros soucis. Et depuis qu'il est revenu chez nous, ça fait 1 an ou 2, il progresse. Il faisait 3 traits, parce qu'il avait beaucoup de mal à faire 3 traits. Et maintenant, la dextérité est venue, quoi. Donc il fait l'effort, on partage avec lui, on déconne avec lui. Je veux dire, il est comme nous. Pas de problème. Donc vous l'avez compris, on va voir cette joyeuse bande d'artistes le 28 février et le 1er mars de 10h à 18h à l'Envol, à la Bazoge. Allez les rencontrer. Et puis il y en a quelques-uns qui seront donc dans leur petit box pour nous présenter un peu en mode atelier. Allez découvrir tout ça. Merci d'être venu nous en parler dans Culturel. Merci Excalibur. Merci à vous. Excalibur. Merci d'avoir joué le jeu de faire un live. Et puis nous, on continue. On a encore plein d'actu dans Culturel. On entend déjà chanter les cigales, ils sont sur notre plateau, les chants corses I Cantarini, on va en parler dans un instant avec Jean-Francis Chi, bonsoir. J'ai demandé comment on prononçait avant de me planter en direct. Pierre Levasseur, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler de ce concert que vous allez donner à Arnage le 1er mars prochain, mais avant je me tourne vers Jérôme Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur d'exploitation du Pâté Le Mans, donc le cinéma qui est place des Jacobins au Mans. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, c'est bientôt les vacances, il y a plein d'actu ciné, vous avez des avant-premières, vous avez des rencontres, etc. Que vous nous donniez un petit aperçu de ce qui va se passer. C'est vrai que c'est assez chouette parce que votre établissement accueille des chouettes avant-premières. On a vu, il y a eu la surprise de Pierre Ninet avec Gourou, mais l'équipe du Marsupilami aussi qui est venue. Tout à fait, à la fin de l'année. Donc ça, c'est vraiment des chouettes rencontres, évidemment, avec le public. Faut suivre un petit peu sur votre site internet et puis sur les réseaux sociaux. Si on suit Pâté Le Mans spécifiquement, on est au courant de ces actualités. Toute notre actualité est mise à jour régulièrement et dès qu'on a des belles choses à vous annoncer, suivez-nous et on sera ravis de vous accueillir. Alors je crois qu'on a compris que quand on vous dit on vous prépare une surprise, faut venir parce que je pense que je pense que ça a été un très bon test et de fait la prochaine fois quand on vous annonce une surprise, vous ne serez pas déçus. Oui, c'est ça, parce que pour la petite anecdote, c'est Pierre Ninet qui a débarqué à une avant-première du Gourou. Et voilà, et c'était un exercice assez nouveau puisque généralement c'est vrai qu'on fait des avant-premières avec c'est annoncé de manière assez tonitruante et classique et donc la rencontre se fait avec nos invités et là la volonté était de faire une surprise. C'est-à-dire que Pierre Ninet a voulu accompagner la sortie de son film en annonçant qu'il allait faire le tour des salles de cinéma sans vraiment précisément dire où ça allait se trouver. Et nous avons eu la chance de le recevoir ce fameux 31 janvier à 14h. Donc c'était une des dernières petite folie, on va dire, au Pâté. Alors, il y a eu aussi, je le disais tout à l'heure, le Marsupilami qui est en 4DX. Alors, pour ceux qui... Qu'est-ce que c'est que la 4DX ? Voilà, c'est ça. Eh bien, en fait, la 4DX, c'est tout simple. Vous vivez dans la salle ce qu'il se passe à l'écran. Voilà. La salle est équipée de fauteuils mobiles. Voilà, donc ça va de gauche à droite, de haut en bas. Vous avez des effets environnementaux aussi dans la salle, c'est-à-dire que vous avez des effets de vent, de pluie, les odeurs également. Et voilà... Il faut amener son parapluie, comment ça se passe ? Non, ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable, mais ça peut être soutenu en fonction du film, mais c'est une expérience à découvrir. D'accord. Il ne faut pas avoir le mal de mer. Est-ce qu'il y a des conditions particulières ? Celles qui sont traditionnelles à ce type d'expérience. Oui, bien voilà. sûr. Donc, pas moins de 4 ans. Si on a quelques soucis de lombaire à éviter, ce genre de choses, par exemple. Alors, il y a pas mal de films, là, vous allez pouvoir sortir avec vos enfants, vos ados pendant les vacances. Et puis, vous avez des séries comme ça que vous instaurez, notamment sur les femmes, des soirées autour des femmes. Avec l'avant-première de Couture. C'est ça. Donc c'est notre cycle qui s'appelle Et le cinéma. Donc on met en lumière des films dont les femmes sont au centre de la thématique. Et là en l'occurrence, la prochaine séance c'est lundi prochain avec Couture, le dernier film d'Alice Vinocourt avec Angelina Jolie. C'est ça. Et déjà, je peux même vous annoncer qu'on en aura une seconde le 3 mars avec la retransmission en direct après la projection du film La Maison des Femmes du Tapis Rouge qui sera filmé en direct dans une de nos salles.
Ah bah c'est des chouettes moments à partager aussi. Ce 13 février, en avant-première, dans un autre style, on a Marty Suprême qui a l'air aussi assez déjanté, qui va sortir sur vos écrans. C'est ça, l'avant-première c'est demain soir et c'est l'adaptation libre de l'histoire du champion du monde de tennis de table, Marty Ressman, interprété par Timothée Chalamet. Et voilà, on a de belles attentes puisque figurez-vous qu'il a déjà obtenu un Golden Globe il n'y a pas très longtemps et le film est en liste déjà pour 9 statuettes aux Oscars. Bon là j'annonce pas de surprise, il n'y a pas Timothée Chalamet qui va débarquer au Mans. Il n'y a pas la surprise sur Marty Suprême. Alors vous lancez aussi des petits défis un petit peu comme ça avec là le marathon de février, c'est sur le fil rouge, c'est les comédies romantiques. Alors vous avez LOL qui sort, les Hurlevents évidemment. Voilà, il y a plusieurs films qui sont dans la thématique. C'est ça, Saint-Valentin oblige. Voilà. Alors de fait, Hurlevent et LOL sont des films en programmation nationale. Cependant, notre petite coquetterie, ce sera justement notre marathon du mois de février, spécial comédie romantique. Et là, on vous proposera Sur la route de Madison, par exemple, mais aussi N'oublie jamais, et puis L'Arnaqueur. Ouais, donc on a des jolis films à voir ou à revoir. Évidemment, c'est une idée sortie. N'hésitez pas, voilà, le 14, et puis vous pouvez le faire la veille, le lendemain. Enfin voilà, on n'est pas à cheval sur les dates. On est ouvert tous les jours. Voilà, vous êtes ouvert tous les jours. C'est vrai que le cinéma, c'est une bonne idée de sortie aussi quand, sur des horaires ou des dates où il n'y a pas forcément la possibilité d'aller voir d'autres choses. Et d'autant plus quand le temps le permet aussi. C'est un temps à cinéma. Voilà. C'est un temps à aller au cinéma. Voilà, il a le sourire. Alors j'avais pas réagi tout de suite d'où venait ce malicieux sourire. En effet, c'est un temps à aller au cinéma. On vous suit sur Insta, sur Facebook. Je le répète, il y a des comptes Pathé Le Mans pour suivre l'actualité particulière de ce qui se passe au Mans. Évidemment, il y a des très belles photos aussi à partager et le lieu, voilà, est un lieu à vivre aussi en dehors de la séance de cinéma. C'est ça, tout à fait. Donc, et puis voilà. Puis au cours de l'année, on va continuer justement à proposer quelques surprises. Voilà, histoire vous viendrez nous faire des petites avant-premières de ces surprises. Février oblige, marathon des comédies romantiques. Il y a plein de films à aller voir avec les enfants de la Résistance, Marsupilami, etc. Allez-y avec vos enfants. C'est des super films à découvrir. Et puis la soirée, le 16 février avec l'avant-première de Couture. Merci d'être venu nous donner un petit avant-goût de cinéma. Je me tourne maintenant vers la Corse, en tout cas vers ses représentants. Vous faites donc partie de l'Amicale des Corses et Amis de la Corse du Maine. J'imagine donc ce regroupement de Corses et d'amis corses. Alors, je pense que je ne prends pas trop de risques en disant, Jean Franceschi, que vous avez des origines corses. Absolument. Oui, là, vous ne êtes pas trompé. Vous êtes venu avec votre accent. C'est quoi l'idée de cette amicale et de ce groupe de chant? C'est de transmettre, de faire vivre la Corse un peu ici? L'amicale, à l'origine, c'était de se réunir entre compatriotes et amis de la Corse pour les nombreux amis qui aiment la Corse et les Corses. Je le précise parce que c'est important. Et puis, au départ, il y a eu dans l'idée de certains qui n'étaient pas corses de vouloir apprendre le corse. Mmh. Et donc, j'ai commencé à essayer de leur donner quelques cours. C'était encore en 98 jusqu'à 2000. Et cela était très difficile. Alors, j'ai eu l'idée de leur apprendre quelques chansonnettes. Mmh. De petites chansonnettes, ça a grandi un petit peu. Et puis, il y a des gens qui passaient dans les villages m'ont dit « Mais pourquoi vous ne viendriez pas chanter dans les villages ?» Ça s'est fait comme ça. Et petit à petit, donc, on a formé ce groupe pour lequel il y a eu des musiciens. Et puis maintenant, on a un technicien de son. Je dis maintenant, non, oui. Ça fait déjà un long moment. Et voilà. Et puis, alors, soit les municipalités, soit des associations de villages, comme des amis des orgues, ont pris goût ou nous invitent à chanter. Et nous y avons pris goût aussi. Hein. Bah oui, bien sûr. Nous avons pris goût aussi. Et le public aussi. Et le public aussi. Et on a eu l'occasion aussi d'aller chanter à l'extérieur.
Alors le 1er mars, vous serez à Arnage à l'éolienne. Justement, la particularité, c'est des chants corses. Comment, je m'adresse là du coup aux techniciens, comment on harmonise ça? Parce que la base, c'est vraiment le chant, même s'il y a de l'accompagnement musical. Oui, mais c'est du ressenti. Et puis avec les conseils des chants corses d'un Corse. Donc oui, c'est facile à régler. Parce qu'il chante très bien et donc c'est facile à régler. Alors les chants corses justement, historiquement, alors on a une image comme ça de chœur d'homme d'ailleurs. C'est voilà une représentation un peu qu'on a comme ça. Qu'est-ce que sont ces chants corses? Et puis il y a la tradition, mais ça continue encore aujourd'hui. Donc finalement, il y a des chants qui traversent les générations. Alors, il y a effectivement les chants corses, il y a d'abord la tradition, comme vous l'avez dit. C'est la préservation de la langue, d'abord. Et puis la tradition, à l'origine, il y a les polyphonies, il y a des groupes d'hommes. Et maintenant, il y a quand même un certain nombre de groupes où les femmes en font partie, mais il y a des groupes de femmes aussi. D'accord. Oui. En polyphonie, c'est quand il y a plusieurs voix en même temps qui chantent. Quand il y a plusieurs voix en même temps qui chantent sur la Corse, par exemple, sur trois voix différentes. Oh, je ne veux pas vous expliquer toute la théorie parce que sinon il y en aura pour un moment. Mais alors, avec les chants traditionnels, effectivement, dans ces chants, on va parler dans ce concert un peu de l'histoire de la chanson et de l'histoire de la Corse en même temps. Oui. Vous introduisez chaque morceau en fait en expliquant ce qu'on va entendre. Sera présenté, commenté. Et effectivement, puisque je le dis souvent, on connaît bien l'histoire de France, mais on ne connaît pas l'histoire de la Corse. Et pourtant, il y a une histoire qui remonte aussi à la nuit des temps. Donc, il y a eu une Corse préhistorique, médiévale, et puis la Corse qui a évolué. On en a beaucoup parlé ces dernières années, ces derniers temps, avec divers mouvements. Alors, en plus de cette partie historique, là, depuis une cinquantaine, soixantaine d'années, il y a eu une réacquisition, ce qu'on appelait en Corse le riacquisto. Le riacquisto, c'est la réacquisition de la langue avec une peur qu'elle soit un peu perdue. Oui, c'est ce que j'ai lu. Alors, je ne le prononçais pas aussi bien que vous, mais cette réappropriation, c'est quand même chouette que via la musique, via un vecteur culturel comme ça, ça permet de s'approprier, comme vous le disiez, d'apprendre, en tout cas, pas forcément le corse, mais quelques mots, puisque évidemment c'est chanté en Corse, donc ça veut dire qu'on préserve et le sens des mots. J'imagine que vous et les autres Corses qui sont dans le groupe à être attentifs à ce que ça puisse s'entendre et se comprendre. Oui, ce sont des amis de la Corse qui vont en Corse, qui connaissent bien la Corse et qui ont aussi cette sensibilité, parce que on parle souvent de la Corse, des fois dans les médias, je m'excuse, mais des fois pour parler de mafiose. Oui. Mais il y a aussi le sens en Corse, un sens de l'accueil, de la générosité et du respect. Oui, et puis justement ce sens musical aussi qui nous fait un peu voyager. C'est-à-dire que je plaisantais sur votre accent, mais évidemment qu'on imagine les merveilleux paysages de Corse, des choses d'architecture, même si on ne connaît pas toute l'histoire. Il y a des éléments patrimoniaux évidemment quand même que l'on touche du doigt. Et puis si on vient vous voir, ça donne envie évidemment, et vous allez nous expliquer ce que vous chantez. Donc j'imagine que c'est aussi une passerelle pour comprendre un petit peu mieux. Vous devenez tous des fanas de l'histoire de la Corse, etc. Oui. C'est-à-dire qu'entre vous, du coup, c'est le fait de comprendre ce que vous chantez et de l'expliquer, ça a autant de sens finalement que la voix elle-même. Oui, tout à fait. Mais Jean explique quelquefois aussi, la Corse, c'est une odeur. C'est un accent, c'est le soleil, c'est un paysage, c'est les marronniers, c'est les vaches sur les routes, c'est tout un ensemble, la Corse. Dès qu'on arrive en Corse, on embrasse toute la Corse comme ça. Et c'est super.
Et puis ça ramène un peu de soleil, on va pas se mentir aussi, parce que en Maine, voilà, c'est pas forcément... Alors on fera le maximum le 1er mars. On n'est pas sur le 1er mars, on est encore sur la période de Giboulé. I Cantarini, ça veut dire... Alors, les Cantarini, quand j'ai formé ce groupe, c'était sans prétention. I Cantarini, ça veut dire les petits chanteurs. D'accord. Voilà. C'était sans prétention et on reste des petits chanteurs. Notre but, c'est effectivement, et le mien en particulier, de faire passer ce message de la Corse, de l'amour de la Corse. Bon, je suis un fan, mais c'est normal. Mais aussi de rester modeste parce que nous rencontrons un public que l'on aime bien, je dirais, et c'est pas pour rouler les mécaniques, et tout simplement, nous sommes des amateurs. Et vous nous faites partager un petit bout de Corse avec la tradition des chants le 1er mars. Vous pouvez prendre vos places à l'Office du tourisme du Mans pour I Cantarini à l'éolienne à Arnage. Donc ce sera à 15h30 comme vous le voyez sur l'affiche. Merci de nous avoir emmené un tout petit bout de Corse. On viendra vous voir le 1er mars prochain. On se retrouve au cinéma à l'abri de la pluie pendant les vacances. Et nous, on continue avec la découverte de la Divine Comédie tout de suite, c'est dans Culturel. Dante, l'ange, l'étoile et le monde à la Citadelle des Anges, c'est le 7 mars prochain. J'ai le plaisir de recevoir Ghislaine Avant. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes réalisatrice, chorégraphe, tap dancer. Vous allez nous expliquer tout cela et vous proposez un spectacle, puisqu'il va y avoir plusieurs de vos modes d'expression, de vos arts qui vont être sur scène à la Citadelle des Anges le 7 mars prochain, autour de Dante, qui est un auteur, une poésie qui vous accompagne depuis plusieurs années. Une vie durant. Vie avec Dante. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Alors, d'abord, ma base, c'est le tap dance. Ma pratique, c'est le tap dance. Alors, le tap dance, pour ce qu'on appelle les claquettes. Les claquettes, oui. Voilà. Bon. Réhabiliter le terme tap dance, c'est bien parce que c'est quand même plus explicite que claquette. Oui, c'est ça. Il y a moins le côté suranné, on est direct dans la pratique, parce qu'évidemment, il peut y avoir des expressions très contemporaines de tap dance comme tous les autres arts. Et donc voilà, moi j'ai rencontré le tap dance en premier lieu et curieusement, mystérieusement me conduire à Dante. Mais ça a d'abord été 10 années d'apprentissage. Je suis allée à New York, là où il y a vraiment un foyer de tout tap se passe à cet endroit-là, pratiquement. Et puis ensuite, c'est un jour en allant au musée Rodin que finalement le cours de ma vie va changer. Ma façon d'être tap dancer va complètement bifurquer parce que du coup je vais être inspirée, je vais faire mon premier spectacle qui va avoir lieu à l'Espal, qui s'appelle Chacun en emporte une colonne. Et en allant dans les archives du musée, j'ai découvert que le penseur de Rodin, c'était Dante. Et du coup, c'est là que j'ai commencé la lecture de la Divine Comédie, parce que je trouvais ça surprenant qu'une une sculpture connue dans le monde entier m'était à moi inconnue, et je vais découvrir qu'en fait personne ne le sait, ou très peu de personnes. Très peu de personnes. Et c'est ce qui va déclencher cette lecture. Mais en même temps, je ne sais pas encore que Dante va s'infiltrer dans ma vie au cours de toutes ces années, parce que je vais lire pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, je fais tout un travail de recherche chorégraphique. Je travaille toujours, je mets en relation directement avec la poésie, le tap et la poésie. Et mon premier spectacle, donc, c'est avec des poésies de Rilke. Ensuite, je vais travailler sur les Funambules de Jean Genet, où j'ai rencontré Hélène Bréchamp, qui va être à la Citadelle. Etc. Puis au bout de 7 ans, j'ai compris que tout ce que j'avais fait, c'était les fondations de cet ensemble chorégraphique sur lequel je travaille. Qu'aura 10 pièces. J'en ai fait 5. La dernière s'appelle Sur la balance des étoiles, d'où les étoiles dans le titre, puisqu'il y aura une partie de cette pièce qui va être jouée ce soir-là. Et il y a quand même un lien aussi avec Dante et ses origines italiennes, puisque c'est un des premiers grands textes italiens, et donc ça résonne aussi pour vous particulièrement. Oui, ma mère était italienne,
L'Italie coule dans mon sang. Parce que justement, alors évidemment aujourd'hui, comédie qui après a été appelée Divine Comédie est traduit dans de nombreuses langues. Et vous avez justement eu l'idée de partir avec votre caméra et de capter aussi des personnes de différentes nationalités, je crois plus de 70 nationalités différentes, qui... Ça s'est fait malgré moi. C'est-à-dire qu'en allant faire le préambule de cet ensemble chorégraphique, La vie est gracieuse, comme vous savez sans doute, ça s'est passé à 15 km de chez ma grand-mère, qui m'a vu danser pour la première fois à 80 ans. Et en allant faire donc le début de ce spectacle, ce préambule, je me suis arrêtée sur la tombe de Virgile, qui est le guide de Dante, dans la Divine Comédie, avec une caméra que je venais d'acheter. Et j'avais l'intention de filmer, mais je ne savais pas qu'à cet endroit, sur la tombe de Virgile, en fait, à un moment, il y avait une danseuse, Laura Fanouillet, avec qui j'ai travaillé, qui était sous la sculpture, sous la statue de Virgile. Et j'ai dit à Laura, avec le livre de Dante dans les mains, j'ai dit à Laura, lis-moi la première page, on va faire lire Dante à tout le monde. Mais je ne pouvais jamais imaginer... Que vous alliez le faire plusieurs milliers de fois. C'est-à-dire que oui, ça m'a emmené en Asie, filmé en Éthiopie, en Arménie, à Cuba. Du coup, ça m'a emmené dans le monde entier. Et j'ai du coup filmé plus de 2000 personnes de 70 nationalités qui lisent la Divine Comédie dans toutes les langues, avec l'idée évidemment de rassembler cette œuvre dans un poème audiovisuel. C'est pas tout à fait un film, c'est très particulier. J'ai appelé ça une élégie audiovisuelle. Et dedans, du coup, il y a cette danseuse qui sera là le 7, qui s'appelle Scarlett, que j'ai filmée dans des lieux symboliques liés à la Divine Comédie et qui du coup qu'apparaît tout au long, qu'on suit comme Dante, puisque de toute façon toute l'œuvre de Dante repose sur un grand amour, qui est cette femme Béatrice qu'il a connue à 9 ans, qui est morte à 24 ans. Et à la mort de Béatrice, Dante écrit un premier poème qui s'appelle La Vita Nova, la vie nouvelle, dans lequel il annonce que quand il sera en mesure de le faire, il écrira ce que lui a appelé la comédie, qui va être baptisée 2 siècles après sa mort, Divine Comédie, parce que c'est une œuvre vraiment sacrée. C'est pour ça que c'est traduit dans toutes les langues et c'est pour ça que c'est un des textes fondateurs de notre culture occidentale. C'est ça, c'est que ça permet aussi, alors outre la poésie du geste d'enregistrer dans différentes langues, dans des lieux particuliers et de faire ce voyage-là, il y a un aspect, évidemment, il y a un aspect philosophique aussi par rapport à la réception de cette poésie et de ce qu'elle peut être, comme vous le dites, un des fondements de notre culture européenne. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses, parce que ce texte comprend, y compris de la science, en fait, beaucoup de choses sont dedans, c'est très très complet. Il y a plusieurs passages en plus, justement, qui sont... Il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est ça. C'est très complexe. Donc du coup, c'est pas compliqué, c'est complexe. Et du coup, je pense que c'est très accessible. Mais après, pour moi, Dante, c'est un peu... je dis souvent, quand on achète une machine à laver, on a un manuel pour savoir comment ça fonctionne. Je pense que pour notre existence au cœur de ce monde, je crois que la comédie nous raconte tout. Absolument tout. Des principes fondamentaux. C'est étonnant qu'en France, on ne l'étudie pas. C'est très étonnant parce que dans plein de pays... En Italie, on l'étudie 3 ans à l'école, seconde, première, terminale, l'enfer, le purgatoire, le paradis, puisque donc la Divine Comédie, c'est un voyage à travers l'enfer, le purgatoire, le paradis, où guidé par Virgile sur l'enfer, à travers l'enfer et le purgatoire, il va retrouver Béatrice, qui sera le guide du paradis. Sans une femme, un homme, pas de paradis. Exactement. Alors, dans cette soirée à la Citadelle des Anges, le 7 mars prochain, il y aura de la... Alors, il va y avoir, c'est une forme qui est unique. Oui, polymorphe, unique, parce que du coup, on va rassembler autour de ce travail. Je vais projeter une partie de ce film, alors ça sera en deuxième partie, mais la première, ce sera donc un spectacle avec... des choses de cette 5e création sur la balance des étoiles, avec 2 musiciens invités qui ne sont pas dans cette pièce normalement, qui est donc Hélène Bréchamp, une harpiste, et Didier Tursari. Tous les deux, les gens du Mans les ont peut-être vus à l'Europa Jazz Festival, puisque c'est là que je les ai rencontrés. Et puis, donc voilà, ça va être aussi une création, c'est-à-dire que c'est un moment unique. Et on va avoir aussi du tap dance. Ah oui.
Je danse. Vous dansez. Vous dansez. Oui, comment on dit Je danse Dante. Vous dansez Dante. Non, c'est vrai, on dit tap dancer, mais finalement, la pratique, c'est de la danse. C'est juste le fait d'avoir les. Oui, c'est tap dancer. Mais il n'y a pas. En fait, c'est pas institutionnalisé le tap. Donc, je ne saurais pas quoi vous dire. Mais c'est intéressant de voir parce qu'on vous voit des fois sur les vidéos improviser et jouer parce que c'est de la danse, mais il y a un côté théâtral, il y a un côté technique, évidemment. Oui. Donc c'est vraiment un mode d'expression. C'est un mode d'expression d'improvisation. Ceci dit, il y a des chorégraphies en tap dance, mais moi, c'est pas ce que j'ai choisi. Voilà, j'ai pas choisi d'écrire. Même les pièces que j'écris restent toujours. C'est une écriture de matière, et je conserve l'improvisation de façon à ce qu'on soit le plus possible au présent. Parce que donc ça veut dire, par exemple, travailler sur la liquidité. C'est quoi dans le corps la liquidité ? Un jour, ça peut passer par un genou, comme par un coude, comme peu importe. Oui, vous voyez ce que je veux dire ? Mais on sait d'où on part et où on arrive. Et est-ce que vous avez justement dans le monde du tap dance à New York introduit un peu de Dante ? Eh bien oui. J'ai la chance d'avoir eu 2 de mes professeurs qui sont des soutiens importants à ma carrière. Un qui s'appelle Max Pollack et l'autre Roxane Butterfly, avec qui j'ai eu même la chance de collaborer et qui m'ont lu La Divine Comédie. Max Pollack a lu Devant les tours jumelles, Le fond de l'enfer. Roxane, elle est dans le métro à New York, voilà. Et puis aussi sur scène. Voilà. Ouais. Donc des beaux moments à partager. En fait, ça va être un petit aperçu de votre travail de différentes manières qu'on va pouvoir découvrir le 7 mars parce que de toute façon, comme vous le disiez, il y a ce fil conducteur et puis après, il y a quand on vous voit la rencontre, ce qui va se passer finalement. C'est ça, c'est que ça s'agglutine, enfin ça se déploie et ça se rassemble à des moments, mais dans des formes, c'est un peu... Et puis la Citadelle des Anges, donc évidemment à Télocher, si vous ne connaissez pas cet endroit, cette friche industrielle réhabilitée pour le spectacle, ah non, mais c'est un endroit magnifique. C'est magnifique, et évidemment ça va résonner particulièrement. Il y a longtemps que j'avais envie de jouer là-bas. D'autant que les anges ont une place très très particulière dans la Divine Comédie, puisqu'il y a toute la hiérarchie angélique et que c'est probablement les anges dans leur désir de Dieu, Dieu ça veut dire lumière, faut pas oublier, font tourner tout le reste. Donc on va... Voilà. On va les rencontrer, en tout cas, peut-être les sentir passer ou partir avec eux le 7 mars prochain à la Citadelle des Anges à Télocher. Et puis, voilà, Ghislaine Avant, on peut sur votre site internet voir vos différentes productions et vous suivre. Et là, c'est vrai que c'est une belle occasion de vous voir sur scène aussi, puisque vous êtes... un peu partout avec votre projet. Merci d'être venu nous donner un petit aperçu de votre travail. Rendez-vous donc le 7 mars à la Citadelle des Anges. Toutes les émissions, de toute façon, sont en replay sur YouTube LMTV. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux aussi pour Culturel Le Mans. Et puis, vous avez des idées de sortie. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en ont. Et on se retrouve à la rentrée, même heure, le jeudi sur LMTV.